Cette vidéo a été rendue possible grâce à votre soutien sur Patreon. Abonnez-vous sur Patreon pour accéder en avant-première aux vidéos et contenus bonus. Dans les enquêtes criminelles, de nombreux éléments sont utilisés pour clore une affaire. Des preuves matérielles, indices et témoignages de témoins, pour n'en citer que quelques-uns. Les indices, en particulier, sont l'un des éléments les plus importants pour les détectives qui tentent de faire avancer une affaire non résolue. Mais que se passe-t-il lorsqu'un seul indice soulève plus de questions que de réponses? Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons explorer 3 affaires non résolues avec des indices étranges. Ethel Hughes. Née le 1er avril 1885 de Daniel et Georgiana Smith à Franklin dans l'Indiana, Ethel Emma Hughes a grandi comme la benjamine de 4 enfants avec un frère et 2 sœurs. Elle a mené une vie ordinaire, épousant Benjamin Hughes en 1902. Le couple est resté ensemble pendant 30 ans et a eu 5 enfants. Après la mort de Benjamin en 1932, Ethel ne s'est pas remariée et a vécu seule dans une maison de 3 pièces à Elwood, dans l'Indiana, une ville dont elle était résidente de longue date. Le 8 août 1964, Ethel, âgée de 79 ans, a alerté la police lorsqu'elle a commencé à recevoir une série d'appels téléphoniques inquiétants. Les agents ont répondu à sa demande d'aide et se sont rendus à son domicile au 704 South 24th Street où elle a expliqué qu'elle était harcelée par un appelant anonyme qui l'avait appelée à de nombreuses reprises pour lui dire des choses obscènes. Les agents ont rédigé un rapport et quelques jours plus tard, Ethel les a rappelés. Cette fois, l'appelant inconnu menaçait sa vie. Dans les jours suivants, Ethel a signalé plusieurs fois des bruits étranges venant de chez elle tard la nuit. Bien que les agents se soient rendus sur les lieux à chaque fois, ils n'ont jamais rien trouvé d'inhabituel. Dès lors, il est difficile de savoir ce qui s'est réellement passé les semaines suivantes ou si Ethel a continué à contacter la police. Ce que nous savons, c'est que le 26 septembre, la fille d'Ethel, Éléonore, a appelé sa mère à plusieurs reprises tout au long de la journée mais n'a reçu aucune réponse. Inquiète pour sa mère âgée, elle a décidé de se rendre chez elle peu avant minuit. Éléonore a frappé à la porte mais n'a obtenu aucune réponse. Elle a essayé la poignée mais la porte était verrouillée alors, utilisant son double des clés, elle est entrée. Ce qu'elle a découvert à l'arrière de la maison, dans la chambre d'Ethel, l'a horrifiée. Là, sur le lit, couverte de sang, se trouvait le corps d'Ethel Hughes. La fin d'Ethel fut violente. Elle était allongée sur le dos sur le lit, un oreiller sur le visage, et elle avait été frappée à la tête, au visage, à la poitrine et au torse, avec une large lacération sur le front. Une lampe de poche et un marteau à panne ronde, soupçonnés d'avoir servi lors de l'agression, ont été retrouvés sur place. Les autorités ont précisé par la suite qu'elle n'avait pas été agressée sexuellement. La femme de 79 ans est décédée d'une hémorragie massive due à la rupture de son foie lors de l'attaque. Le certificat de décès indique sa mort entre 21h30 le 25 septembre et 9h30 le 26 septembre. On a eu de ses nouvelles pour la dernière fois le soir du 25 septembre, lorsqu'elle a appelé Éléonore vers 9h du soir. Il a été noté que rien ne semblait anormal pendant cette conversation. Environ une demi-heure plus tard, Ethel a appelé une amie, et elles ont parlé de l'appelant inconnu qui la harcelait. Elle a affirmé qu'elle connaissait désormais son identité et a dit « Maintenant que je sais qui c'est, j'ai moins peur qu'avant ». Cependant, Ethel n'a pas donné le nom de cette personne. Les autorités ont rapidement écarté le vol comme mobile, car rien n'a été volé sur les lieux. Cependant, ils n'ont pas voulu dire s'il y avait ou non des signes de lutte à l'intérieur de la maison, bien qu'il s'est indiqué que le combiné du téléphone d'Ethel avait été arraché de son cordon et qu'il n'y avait aucun signe d'effraction.
Cela a amené les enquêteurs à penser qu'elle avait laissé entrer quelqu'un pour utiliser son téléphone et qu'il s'agissait probablement de quelqu'un qu'elle connaissait. Ils ont ajouté qu'ils pensaient que l'auteur était quelqu'un du coin. Les analyses d'empreintes digitales et l'examen des objets dans la maison n'ont donné aucune nouvelle piste dans l'affaire. Ethel n'avait pas d'ennemis connus. En plus d'être veuve et mère, la femme de 79 ans était également un membre actif de son église et elle faisait partie de l'organisation maçonnique appelée l'Ordre de l'Étoile de l'Est depuis plus de 50 ans. Plusieurs théories existent dans l'affaire d'Ethel. Certains enquêteurs en ligne ont émis l'hypothèse que quelqu'un vivait chez elle ou peut-être dans ses murs sans qu'elle le sache. Certains ont suggéré que l'appelant était peut-être un membre de son église ou de sa famille, ce qui l'a rassuré. Il a également été avancé qu'elle était harcelée par un voyeur ou que le crime horrible avait été commis par plusieurs personnes. Peut-être que l'appelant et l'agresseur étaient deux personnes différentes. Une autre théorie suggère que le harceleur d'Ethel savait qu'elle laissait une fenêtre ouverte ou possédait une clé de chez elle. Cela suggère encore qu'il pourrait être un membre de la famille. Cependant, tout cela ne reste que des théories. L'affaire d'Ethel continue de rester non résolue. Aucune accusation n'a jamais été portée et il ne semble pas que des suspects sérieux aient jamais été identifiés. Son mystérieux interlocuteur n'a jamais été retrouvé et ce qu'il voulait d'elle, pourquoi il l'a harcelée, reste encore inconnu. Ethel a été enterrée au cimetière de la ville d'Elwood aux côtés de son mari et de sa fille décédée, Marie, qui est décédée en 1937. James Coe. Né le 14 août 1930, James Irving Coe a grandi à Berksville dans le Kentucky où il faisait partie de la colonie de Coe Ridge, une communauté fondée par Ezekiel et Patsy Ann Coe en 1866 après l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Après que James soit devenu jeune adulte, il a épousé Roberta Allen et le couple a déménagé à Indianapolis dans l'Indiana. Installés dans leur nouvelle communauté, Roberta et James ont eu 6 enfants. En 1957, leur aîné avait 7 ans, tandis que le plus jeune n'avait que 10 mois. À cette époque, James, âgé de 26 ans, travaillait à temps partiel comme prédicateur et à temps partiel comme porteur à l'aéroport municipal de Weir Cook, aujourd'hui connu sous le nom d'aéroport international d'Indianapolis. Chaque matin, le jeune homme parcourait à vélo les 14 miles qui le séparaient de l'aéroport, et ce, par tous les temps. Malgré ses 2 emplois, il ne pouvait pas se permettre d'acheter une voiture. Ses collègues ont remarqué qu'il était très rarement en retard et qu'il ne manquait jamais une journée de travail. Le 8 avril 1957 à 5h15, James a entamé son trajet habituel vers le travail. En partant de North Keystone Avenue, il avait parcouru 4 pâtés de maisons depuis chez lui lorsqu'un camion est apparu derrière lui et que le conducteur a accéléré. Alarmé, James a tenté de s'écarter pour laisser passer le conducteur du camion, mais le véhicule l'a suivi et a percuté le père de 6 enfants, écrasant le crâne de James et projetant son corps contre le trottoir. Cet incident a été vu par une jeune fille de 16 ans qui distribuait le Indianapolis Star à seulement 300 pieds de la scène. Elle a dit aux autorités que le conducteur semblait avoir délibérément percuté le jeune homme de 26 ans et a précisé qu'il s'agissait d'une fourgonnette utilitaire vert pomme. Après avoir percuté James, le conducteur se serait arrêté près de la scène et serait sorti de son véhicule. Ils se sont approchés du père de 6 enfants, ont ramassé quelque chose, l'ont jeté à l'arrière du camion et se sont enfuis. Cependant, la jeune livreuse de journaux n'a pas pu dire exactement ce qui avait été ramassé et elle n'a pas pu non plus identifier l'auteur des faits. En examinant la scène, les enquêteurs ont trouvé le portefeuille de James, qui contenait les photos de 6 adolescentes différentes, dont 3 avaient des mots d'amour griffonnés au dos. L'un d'eux disait « Avec amour pour Irvine, j'ai hâte à ce rendez-vous samedi soir ». Cependant, la note n'était pas signée. Il n'a jamais été révélé publiquement ce que disaient les autres messages. Trouvant cela plutôt inhabituel, la police a alors interrogé l'épouse de l'homme de 26 ans, Roberta, qui a expliqué qu'elle avait trouvé les photos quelques mois auparavant, mais que lorsqu'elle avait demandé à James d'où venaient ces images, pourquoi il les avait ou qui étaient ses filles, il avait refusé de répondre.
Moins d'une semaine après la mort de son mari, Roberta a commencé à recevoir des appels menaçant sa vie et celle de l'une de ses amies. L'appelant, identifié comme un homme, n'a jamais vu son nom découvert. Les mots exacts prononcés par l'appelant n'ont jamais été révélés. Les articles de journaux de 1957 indiquant seulement que l'homme anonyme était menaçant. Malgré la nature quelque peu particulière de la camionnette qui est entrée en collision avec Jacques et son vélo, le véhicule n'a jamais été retrouvé. De même, l'identité des filles sur les photographies n'a jamais été découverte. Après le meurtre, la police a reçu environ 150 signalements téléphoniques sur l'affaire Jacques, mais aucun n'a abouti. Selon certains rapports, plusieurs suspects potentiels ont été identifiés. L'un de ces suspects était un homme du coin qui devait passer un test au détecteur de mensonges dans les jours suivant l'incident, mais il n'a jamais été arrêté et son nom n'a jamais été rendu public. Plusieurs théories existent dans l'affaire James. Des enquêteurs en ligne pensent que le jeune homme de 26 ans aurait été attaqué par le père d'une des filles dont la photo était dans son portefeuille. Cela laisserait penser que le prédicateur à temps partiel avait une relation inappropriée avec les filles. D'autres ont émis l'hypothèse que le coupable était peut-être un amant jaloux de l'une des jeunes femmes. Une autre théorie veut que Roberta ait demandé à un proche de tuer James, soit par humiliation, soit par crainte pour ses enfants, après avoir découvert les photographies. Les détectives amateurs ont suggéré que les menaces téléphoniques visaient peut-être à tromper les enquêteurs. D'autres ont suggéré que les photos montraient ses petites amies du lycée, tandis que certains pensent que James a simplement été victime d'un crime haineux. Tout cela n'est que conjecture, car nous n'avons aucune preuve réelle pour orienter l'enquête dans une direction précise. Nous ne saurons probablement jamais ce qui est arrivé à James. Très peu de preuves, voire aucune, n'ont été laissées sur les lieux et les photos des filles dans son portefeuille n'ont jamais été rendues publiques. James a été enterré dans le nouveau cimetière Crown et le mausolée à Indianapolis. Hélène Tobolski. Le matin du samedi 22 mars 1975, Hélène Tobolski, âgée de 62 ans, est arrivée à l'université de Notre-Dame dans l'Indiana pour commencer son service en tant que concierge. La plupart des agents d'entretien commençaient à 8 heures, mais Hélène préférait commencer à 7 heures car cela lui permettait de gagner un peu plus d'argent en faisant des heures supplémentaires. Sa carte de pointage montrait qu'elle avait pointé exactement à 7 heures du matin, comme d'habitude, et elle a pris ses produits de nettoyage nécessaires avant de se diriger vers le bâtiment de génie aérospatial pour commencer sa journée. 2 heures plus tard, à 9 heures du matin, un professeur d'ingénierie nommé Dr Hugh Hacker est entré dans le bâtiment. Se dirigeant des bureaux vers l'atelier, il a trouvé le corps d'Hélène allongé dans le couloir dans une mare de sang. Il a vite appelé les autorités. Nous connaissons malheureusement très peu la vie d'Hélène. Née à New Carlisle, Indiana, le 22 mai 1912. Elle a épousé Jean Tobolski en 1933. Ils ont eu 2 enfants, dont l'un est décédé à 2 ans en 1941. Jean est décédé subitement 20 ans plus tard, en 1962. C'est à ce moment-là qu'Hélène a commencé à travailler à l'université. Elle ne s'est jamais remariée et n'avait pas d'ennemis connus. Selon tous les témoignages, elle aimait son travail et était très estimée du personnel de l'université. Ce fait rendait son meurtre encore plus déconcertant. Lorsque les forces de l'ordre sont arrivées sur les lieux du crime, il a été déterminé qu'Hélène avait été abattue, précisément avec une arme de petit calibre, derrière l'oreille gauche et à bout portant. En inspectant les salles de classe, la police a remarqué un message étrange griffonné sur un tableau noir, près de l'endroit où le corps de la femme de 62 ans a été retrouvé. Il disait « 2-21-75, le jour où je suis mort ». Le message n'a jamais été confirmé comme étant de l'écriture d'Hélène, mais les enquêteurs soupçonnaient qu'elle avait été forcée d'écrire le message et qu'elle s'était trompée de date en état de panique. Après enquête auprès du personnel et des élèves, personne n'a revendiqué le message, bien qu'il puisse rester sans lien avec l'affaire. Cependant, les autorités ont utilisé le tableau noir comme preuve. Le corps d'Hélène a été retrouvé au nord du couloir, son seau à serpillière inutilisé était au sud.
Les portes du bâtiment avaient été verrouillées le vendredi soir, mais on a remarqué que la porte près du corps de la femme de 62 ans avait été forcée et qu'une petite vitre y était brisée, ce qui suggère que quelqu'un a cassé la vitre pour déverrouiller la porte. Les enquêteurs ont alors supposé que le coupable était déjà dans le bâtiment quand Hélène est arrivée au travail. Ils ont peut-être été surpris. Peut-être ne pensaient-ils pas que quelqu'un commencerait avant 8 heures. Il a été suggéré qu'Hélène a été tuée par un intrus paniqué, bien que cela n'explique pas le message étrange sur le tableau noir. Bien que les autorités aient émis l'hypothèse que l'intrus tentait de cambrioler le département, il n'est pas clair ce qu'il cherchait exactement, étant donné que le bâtiment était principalement rempli de gros équipements et de machines lourdes qu'il serait difficile voire impossible de voler. Les professeurs ont également noté qu'aucune recherche classifiée n'était menée ou conservée dans le bâtiment. Les forces de l'ordre ont aussi constaté que le porte-monnaie d'Hélène manquait dans son sac, sans savoir s'il allait été volé ou si elle ne l'avait pas pris au travail. Malheureusement, les théories sur l'affaire d'Hélène restent limitées. Certains pensent qu'elle a subi un cambriolage qui a mal tourné, d'autres parlent d'un crime d'opportunité que l'intrus ait voulu cambrioler ou non. On a supposé que le message au tableau noir venait des coupables, qui voulaient peut-être signaler qu'un événement traumatisant ou révoltant leur était arrivé à cette date. De même, certains détectives amateurs ont suggéré que l'auteur était animé par une rancune, peut-être après avoir été renvoyé de l'école, licencié ou avoir échoué à un cours et blâmé un professeur. La mort d'Hélène fut le premier homicide commis sur le campus. Malgré cela, son meurtre reste non résolu 46 ans plus tard. Une récompense de 5 000 $ offerte à l'époque n'a permis d'identifier aucun suspect ni d'engager de poursuite, et l'affaire reste tout aussi mystérieuse aujourd'hui qu'en 1975. Hélène repose près de son mari au cimetière Saint-Joseph. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations, et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également nous soutenir sur Patreon pour seulement 2 $ par mois, ce qui revient à moins de 20 centimes par vidéo, et cela fait vraiment une énorme différence pour nous. Merci de regarder, restez vigilants, restez en sécurité, et je vous dis à la prochaine fois.